Henrietta Lacks et la ligne de cellules immortelles. Alors, en 1951, une femme appelée Henrietta Lacks s'est présentée donc à l'unité de l'hôpital des gens colorés, au Johns Hopkins Hospital, car elle avait une boule qui lui faisait mal sur son cervix. Donc c'est le docteur Howard Jones qui l'a reçue et qui a en effet trouvé une tumeur à la surface de son cervix. Il en a pris un échantillon et l'analyse a confirmé le cancer. Donc le traitement à l'époque c'était d'irradier la tumeur, donc avec des tubes de radium placés dans et autour du cervix, avec l'espoir que ça tue les cellules cancéreuses et en pensant que ça préserverait les tissus en bonne santé autour. Ce que Henrietta ne savait pas, c'est que pendant la procédure avec le radium, ils ont fait une biopsie et pris un échantillon. Donc finalement, ils lui ont retiré le cervix. Et des cellules cancéreuses de la biopsie ont été utilisées pour un projet de recherche. Et à la surprise des chercheurs, ces cellules cancéreuses ont continué à croître. Donc même après la mort d'Henrietta, cette ligne de cellules immortelles appelée HeLa, H-E-L-A, fut née et donc été utilisée pour toute recherche sur le cancer. Et dans plein d'autres recherches médicales, inclus le vaccin de la polio. Mais Henrietta et sa famille n'ont jamais consenti à donner ces cellules, et la famille n'a pas été informée ni compensée. D'ailleurs, jusqu'à récemment, la famille n'avait aucune idée. Donc un petit descriptif de la vie d'Henrietta Lacks. Elle est née en 1920 en Virginie, elle changeant son nom de Loretta en Henrietta. Après la mère de sa mort, elle et ses sœurs et frères ont été séparés dans différents membres de leur famille. Elle va vivre avec son grand-père. Elle travaillait dans une usine de tabac, où ses ancêtres y avaient travaillé comme esclaves d'ailleurs. Avec son mari David en 1935, ils ont eu leur premier enfant. Ils ont déménagé dans le Maryland pour que son mari puisse bosser pour une entreprise d'aciérie. Henrietta a eu 5 enfants, la famille était assez pauvre, des Afro-Américains, donc la vie n'était pas facile. Donc c'est après la naissance de son plus jeune Joseph qu'Henrietta a dit qu'elle avait un espèce de nœud à l'utérus, et c'est ce nœud qui éventuellement sera diagnostiqué comme un cancer et qui la tuera d'ailleurs, apparemment. Alors quand son cancer était très agressif, et surtout son traitement pour le cancer, donc à partir d'août 1951, ces tumeurs se sont propagées dans le ventre. Elle a continué les traitements à radiation qui brûlent tous les tissus bien sûr et qui causent le cancer. Donc voilà, elle est morte dans la douleur. C'est ça, si tu fais confiance à la médecine, ça se passe comme ça. Donc ces tumeurs retrouvées dans son ventre étaient blanches, elles sont retrouvées partout dans son ventre et aussi dans les organes internes complètement pris par ces perles blanches, sa vessie, ses reins, tout a été remplacé par des tissus cancéreux. Donc elle est morte à 31 ans. Donc ensuite, on arrive à la création de cette ligne de cellules soi-disant immortelles, recherches qui ont été poursuivies par George Gay, qui était un biologie cellulaire, qui travaillait au centre Johns Hopkins. Il était considéré à l'époque comme une espèce de biohacker. Il avait construit tous ses équipements médicaux avec des pièces de casse. Même son évier, il l'a fait avec une pierre de carrière locale. Son labo était géré par sa femme Margaret, à l'origine une infirmière en chirurgie. Donc ça faisait des années quand même qu'il recherchait un humain pour obtenir cette ligne de cellules immortelles qui pourrait être testée sans arrêt et se reproduire à l'infini. Donc cette ligne de cellules va devenir un standard des recherches médicales en fait. Il existait déjà ce genre de lignée immortelle avec des cellules animales mais jamais humaines. Donc la théorie de l'époque c'était que des cellules en culture pouvaient vivre et se multiplier à l'infini. Mais en pratique les cellules et les tissus des échantillons meurent toujours à un moment donné.
Et donc le truc dans le monde entier, au niveau des chercheurs, c'était de trouver une culture de cellules qui puisse rester vivante. Donc Gay travaillait sur des solutions de culture un peu à la sorcière, et ça incluait le plasma de poulet, du sang de cordon ombilical humain et plein d'autres ingrédients. Il a construit aussi des appareils pour les faire croître les cellules. Donc il a cherché à récupérer surtout tout type de cellules cancéreuses. Donc c'est pas étonnant que les cellules d'Henrietta lui soient échouées. Et ces cellules d'Henrietta cancéreuses ont fait quelque chose qu'aucune autre cellule humaine n'avait fait jusque-là. Elles continuaient sans arrêt à croître. Et elles ont été nommées donc Hella, les 2 premières lettres de son prénom et de son nom de famille. Entre parenthèses, Hell en anglais, H-E-L-L, c'est les enfers. Donc ça a été la première lignée de cellules soi-disant immortelles dans le monde. Donc Gay a réussi cette prouesse. Malheureusement, c'était disponible que dans son lab. Le problème était d'envoyer les cellules dans le monde entier. Donc c'est là que Gay a réussi à trouver un processus pour que les cellules survivent au voyage. Donc il a créé un médium spécifique pour qu'elles puissent survivre. Et aussi un processus de congélation sur glace pour le voyage. Et du coup, il pouvait envoyer cela par la poste comme il voulait. Il y avait juste à les mettre dans un incubateur à l'arrivée. Donc à partir de ce moment-là, ce fut disponible partout pour les labos dans le monde. Et c'est Jonas Salk, un des inventeurs du vaccin de la polio, entre guillemets, qui trouvait cela parfait pour l'utiliser pour ses recherches. Donc la première usine à cellules se retrouva à l'université de Tuskegee, celle où Salk travaillait. Ensuite, donc, il y a des entreprises privées qui se sont créées pour produire et vendre ces lignées cellulaires. Et ces entreprises, ensuite, ont fait des millions de dollars pendant que la famille Lax resta dans la pauvreté. Apparemment, George Gay n'a pas cherché à gagner trop de crédit ou d'argent sur la création de cette lignée-là, alors pourtant que ça devenait la norme d'utilisation dans le monde. C'est sa femme qui lui a mis la pression pour qu'il publie un papier sur cette découverte et éventuellement se sécuriser toutes les retombées. Donc Gay est mort du cancer du pancréas en 1970, et même alors qu'il mourait, il a soumis ses cellules cancéreuses à des recherches pour cultiver ses propres cellules cancéreuses, pour créer une nouvelle ligne de cellules. Ouais, les eugénistes, c'est vraiment des tarés, quoi. Donc en plus on passe au paragraphe l'utilisation et la mauvaise utilisation de cette lignée-là. Donc en biologie cellulaire, c'est un classique. Eux l'utilisent comme nous on utilise un tournevis. Donc dans son livre en 2009, La vie immortelle d'Henrietta Lacks, l'auteur Rebecca Skibot a trouvé qu'il y avait environ 60 000 publications scientifiques qui font référence à Ella, avec des publications d'environ 300 par mois, se rajoutant par-dessus. Elle a été utilisée pour créer le vaccin de la polio et dans les recherches sur la chimiothérapie. Et c'était une des clés pour cartographier le génome humain. En fait, c'est sur ces cellules HeLa qu'il a été déterminé que l'humain possède 46 chromosomes. La cellule HeLa est allée dans l'espace, sur des satellites américains et russes, et même sur le vol de Yuri Gagarin. La cellule a voyagé jusque sur la Lune, avec les missions Apollo, et elles ont été aussi assujetties aux explosions nucléaires pour tester leur réaction. Il y a eu des recherches plutôt pas trop morales qui ont été faites avec. Donc l'immunologiste Sloan Kettering voulait voir si les cellules pouvaient réussir à infecter d'autres humains. Il a commencé les expérimentations sur ces patients qui avaient déjà le cancer en leur injectant HeLa dans le bras. Et ces injections ont créé des tumeurs. Ces tumeurs ont été enlevées, mais dans plusieurs cas, elles ont repoussé. Et dans un patient, elles ont même fait des métastases dans tous les nœuds lymphatiques de son patient. La même expérimentation a été faite avec des volontaires de la prison d'Oyo. Et là encore, les tumeurs ont poussé sur les bras des prisonniers. Mais bon, les prisonniers ont quand même eu une réaction immunitaire qui a rejeté la cellule HeLa. À la fin de ses recherches, donc Sao Sam a injecté plus de 600 personnes avec HeLa. La plupart étaient des patients en chirurgie gynécologique à l'hôpital où il travaillait. Les patients n'avaient jamais demandé leur consentement de se faire injecter ça. Il a été condamné pour fraude, tromperie
et conduite non professionnelle en 1963. Et il a été banni du système médical pour 1 an. Ça va, tranquille. Donc ensuite, on enchaîne sur le problème de contamination. Il y a des risques durant ces études sur cette cellule. Donc c'était génial pour la recherche, mais il faut faire attention comment elle est utilisée, car elle détruit très très vite les cellules. Alors, les cellules là peuvent voyager sur des particules de poussière, donc surtout dans des labos qui sont pas très propres. Les mesures de sécurité sont pas très respectées. Des millions de dollars de recherche ont été perdus sur le fait aussi que les chercheurs travaillaient pas sur le bon type de cellules. Car les cellules qui devaient travailler dessus, en fait, les cellules là ont pris le dessus rapidement. Donc ça a mis la merde dans pas mal d'études. Donc ce problème de contamination fut découvert par Stanley Gertler en 1967. Il a trouvé que toutes les cellules provenant des usines de fabrication testaient positif pour un marqueur génétique spécifique, un marqueur qui est seulement trouvé chez ELA. Donc il publia ses résultats et fut très critiqué, parce que cela voulait dire que beaucoup de recherches qui avaient été publiées étaient fausses. Donc les chercheurs devaient jeter beaucoup de leur travail à la poubelle. Donc afin de trouver d'autres marqueurs génétiques, ils sont retournés à étudier à la source, donc la famille d'Henrietta. Donc ils ont contacté sa famille pour essayer de choper des échantillons de prise sanguine. Donc les enfants d'Henrietta n'ont jamais été prévenus ou avisés. Pourquoi ? Ils pensaient juste qu'ils étaient peut-être testés pour savoir s'ils avaient le même cancer que leur mère. Donc d'autres marqueurs génétiques ont été trouvés. Donc il est beaucoup plus facile de détecter les contaminations par ELA, mais c'est toujours un problème. Même les processus de filtration et stérilisation modernes n'arrivent pas complètement. On peut les retrouver un peu n'importe où dans des échantillons. Donc le secret de l'immortalité de ELA, c'est la division plus rapide de ces cellules. Elle était beaucoup plus forte aussi, résistante que les autres cellules humaines. Mais qu'est-ce qui les rend spéciales ? Peut-être la cause du cancer lui-même. Henrietta avait donc l'HPV-18, une forme virulente du papillomavirus, qui maintenant on sait cause le cancer. Elle avait aussi la syphilis, qui avait été attribuée aux infidélités de son mari David. Les virus injectent leur partie génétique donc dans les cellules en bonne santé. Dans le cas d'Henrietta, l'ADN HPV-18 a été inséré sur différents sites de son ADN, et là, qui d'ailleurs peuvent avoir entre 70, 76 et 80 chromosomes, alors que les cellules humaines normales en ont 23 paires. Donc au total 46. Donc ces changements impactent forcément le codage des programmes génétiques. Donc par exemple, un codon qui va supprimer les tueurs a pu être éteint, pendant que celui d'une croissance super rapide a été allumé. Le plus important, c'est qu'un de ces changements affecte le mécanisme de division cellulaire de ELA. Donc la clé de l'immortalité d'ELA, c'est la façon dont ces cellules se divisent. Au bout de chaque chromosome, il y a une section d'ADN qui se répète, appelée le télomère. Donc les cellules normales se divisent. Au fur et à mesure de la vie, le nombre de télomères devient plus petit, jusqu'à arriver à une limite, appelée la limite de Hayflick. À ce moment donné, la cellule ne se divise plus, alors que quand les HeLa se divisent, elle crée un enzyme qui s'appelle la télomérase. Cette enzyme empêche les télomères de se rapetisser, et donc permet à la cellule de se diviser d'une façon illimitée. Et les télomères ne sont pas complètement compris. On sait qu'ils jouent un rôle très important dans le processus de vieillesse et dans le processus en général dans le corps. Donc à la naissance, on a à peu près 40 000 paires de base génétique et à la mort 11 000. Donc voilà, on voit que la famille n'est pas contente des recherches qui ont été faites. Le problème, c'est que George Gay et ni l'hôpital Hopkins ont fait de l'argent avec, en fait. C'était purement des recherches. Par contre, toutes les entreprises privées qui sont fait le business dessus, ils n'ont jamais rien donné à la famille. Ça a même fait l'objet d'un film fait par la HBO en 2009 avec la publication de ce livre de Rebecca Skloot. En 2013, le génome de ELA a été séquencé. Ils n'ont pas été compensés, la famille. Par contre, ils sont arrivés à un accord comme quoi l'accès à la base de données du génome doit être utilisé uniquement pour la recherche. Mais dernièrement, les lois ont changé aux États-Unis. Il faut le consentement informé et protéger la vie privée du patient. Mais quelque part, ça reste légal si on vous retire quelque chose chirurgicalement. C'est la propriété du docteur et des institutions médicales. Donc ça veut dire que les institutions peuvent faire ce qu'elles veulent avec les parties de votre corps une fois qu'elles sont coupées.
ceux qui n'ont plus les vendent pour faire du profit. Ça, c'était une affaire de la Cour suprême en 1990, le cas Moore contre Regents University, car il y a un acte, donc une loi sur la non-discrimination d'informations génétiques de 2008 là-bas, qui protège. Donc ça les emmerde. Maintenant, il faut qu'ils contournent ce genre de loi et de cas de bataille juridique. Donc il n'y a que récemment que cette histoire d'Henrietta Lacks est remontée à la surface, mais généralement le public n'est pas au courant, même si la BBC a fait quelques trucs dessus. Donc voilà pour l'histoire, continue en résumant que celle qui a fait le bouquin, Rebecca Skloot, c'est une écrivaine scientifique à la base, qui a travaillé très près avec la famille en écrivant son bouquin, un livre très bien sourcé, qui était sur la liste des best-sellers de New York, qui a été transformé en film en 2017 par la HBO. Et l'ironie du sort, ou la cerise sur le gâteau, c'est Oprah Winfrey qui jouait le rôle de Deborah Lacks, la fille. Et ça a été aussi produit par Oprah Winfrey. Donc en 2010, la fondation Henrietta Lacks a été créée et apparemment ont permis de renflouer les caisses des petits-enfants. Donc il faudra aller voir les liens dans la description. Ensuite, en partant voir sur moteur de recherche, on voit que c'est lié au vaccin Covid-19, et c'est bien Covid, parce que ça stérilise. Donc voilà, elle trouve un article, le fait que ces cellules-là ont été utilisées pour étudier le SARS-CoV sur les humains, pour le développement de vaccins. Donc voilà, l'article continue à dire que ces cellules ont déjà été utilisées pour le vaccin de la polio, pour la fertilisation in vitro, le cancer, et bien sûr pour la réplication du SARS-CoV dans le corps humain. Donc, considérant l'éthique et l'énorme profit que ces entreprises privées sont faites avec cette lignée et la catastrophe du Covid-19 sur des populations minoritaires américaines, notamment les Blacks, c'est l'ironie du sort. Il y a aussi donc des cellules qui sont utilisées dans ces recherches, qui sont faites sur les fœtus d'avortement, qui sont très utilisées pour la recherche sur les vaccins, qui s'appellent HEK293, voir les liens. Ça spécifiquement un embryo humain qui a été avorté donc en Hollande. Donc voilà, tu as des groupes religieux qui essayent de demander à la FDA US de retirer ces cellules de l'utilisation dans les vaccins. Donc voilà, après ça termine l'histoire de justice, de restauration de la vérité, blablabla, surtout de l'argent. Donc un article de décembre 2020, peut-être qu'en fait la famille essaye de choper les profits sur le vaccin Covid, quoi. Donc dans les recherches, on retrouve aussi la selle avec les recherches sur le tabac. Mais je vous laisse faire les recherches dessus, lire les articles. Voilà, traduction et commentaires, Jacques Fruit, petite histoire de ce truc-là qui a sa petite importance.